Il est 8h35 sur studiocalita.com. Nous sommes en avance ce matin, une fois n'est pas coutume, pour vous présenter la revue de la presse des médias et des sites d'information israéliens sur studiocalita.com. Et en ce dimanche matin, on peut dire que la tempête politique de ce début de semaine, eh bien, elle est liée à une initiative prise par le ministre de l'Éducation nationale, Naftali Bennett. Je vous l'indiquais la semaine dernière, la publication d'un code éthique destiné aux professeurs des universités israéliennes avait été mentionnée dans l'un des journaux israéliens, et plus exactement dans le Yediot Aharonot de jeudi dernier. Eh bien, ce code éthique qui, entre autres, interdit aux professeurs de fac d'université d'exprimer leurs opinions politiques durant leurs cours, eh bien, ce code éthique a été très mal accueilli par les enseignants israéliens, des enseignants qui protestent. Personne ne nous clouera le bec, affirme-t-il, en mettant bien en avant, bien entendu, la sacro-sainte liberté d'expression. Il faut rappeler que c'est à la demande du ministre donc de l'Éducation nationale, Naftali Bennett, que le professeur Asa Kacher a rédigé ce code sur le modèle du code éthique de Tzahal qu'il avait également rédigé il y a de cela plusieurs années. Selon le Yediot Aharonot, même les étudiants seraient mécontents. Ils affirment « Faites-nous confiance, nous savons réfléchir par nous-mêmes, tout seuls ». Et les étudiants demandent donc au Conseil de l'enseignement supérieur de ne pas valider ce code éthique. Ben Dror Yemini écrit ce matin dans le Yediot Aharonot à ce sujet « Ce n'est pas la bonne méthode pour lutter contre ceux qui utilisent l'université pour faire passer leurs idées politiques. C'est vrai, il y a un véritable problème, écrit-il. Il y a des professeurs qui expriment durant leurs cours des positions politiques proches des mouvements islamistes les plus radicaux et qui remettent en cause le projet sioniste, affirme Ben Dror Yemini. Tout comme, explique-t-il, il y a des rabbins, tels que le rabbin Levinstein, qui expriment des positions homophobes ou chauvinistes dans des yeshivot. C'est vrai, dans certains cercles universitaires, la pensée unique, celle de l'extrême gauche, est la seule légitime. C'est vrai, les enseignants du département d'études proche-orientales de l'université de Ben Gurion ont décerné un prix à une ONG d'extrême gauche. C'est vrai, certains enseignants ont appelé au boycott d'Israël par leurs confrères européens. Mais, écrit Ben Dror Yemini ce matin dans le Yediot Aharonot, le code éthique ne résoudrait pas ce problème. Il est préférable de permettre à toutes les pensées politiques de s'exprimer dans l'enceinte des universités. Et le changement viendra aussi des dirigeants des universités de par leur choix d'enseignants, de par le choix qu'ils font des enseignants qui seront admis dans leurs diverses universités. C'est donc Ben Dror Yemini qui écrit cet éditorial ce matin dans le Yediot Aharonot. Le Maariv annonce ce matin que Mahmoud Abbas a décidé apparemment de geler toutes les démarches diplomatiques entreprises par l'autorité palestinienne en vue de conduire l'État d'Israël sur le banc des accusés du tribunal pénal international de La Haye. C'est un journal palestinien proche du Hamas qui l'a annoncé. Cette décision a été prise apparemment à la suite d'une demande expresse du président Donald Trump le 23 mai dernier lors de son entrevue avec Mahmoud Abbas à Bethléem. Elle s'inscrit dans la série de mesures d'apaisement que les Palestiniens seraient prêts à prendre afin de satisfaire le président Trump sur la voie de la relance du processus de paix. D'autres mesures comme par exemple l'annonce du renoncement palestinien exigé, le gel de la construction dans les implantations avaient déjà été annoncées. Et en marge, le Maariv annonce qu'un millier de supporters pacifistes israéliens se sont réunis hier pour appeler à la paix. Ils ont diffusé un message de Mahmoud Abbas qui leur a dit « Il faut cesser de considérer la paix comme une menace », dixit donc le raïs palestinien. Quant au Haaretz, il consacre sa manchette, nous en parlions tout à l'heure avec Lali Deré, à une requête faite en 2014 par Binyamin Netanyahou. À l'époque, le Premier ministre israélien avait exigé que dans un futur document cadre du règlement du conflit israélo-palestinien, eh bien, des Israéliens, des habitants des localités juives puissent demeurer sur les territoires du futur État palestinien sans la moindre discrimination et sans le moindre danger. Les Américains ont introduit cette clause dans le document, mais apparemment, par la suite, le Premier ministre se serait rétracté. Le Yediot Aharonot parle des deux voix américaines dans la crise du Qatar. Alors que Donald Trump soutient la décision de l'Arabie saoudite d'isoler le Qatar, eh bien Rex Tillerson, le secrétaire d'État américain, lui demande que ce boycott soit assoupli. Le Yediot Aharonot cite l'ambassadeur du Qatar aux États-Unis qui demande à l'administration Trump de ne pas se laisser influencer par les accusations de pays qui ont des intérêts contre le Qatar et de se référer plutôt aux services de renseignement américains, des services qui affirment que le Qatar ne finance pas le terrorisme. Le Yediot Aharonot souligne également
que le soutien de Donald Trump au blocus saoudien a stupéfait les responsables du Pentagone américain. Le Qatar abrite, il faut le rappeler, la plus importante base militaire américaine au Proche-Orient, une base qui compte plus de 10 000 soldats. Et la chaîne NBC affirme qu'il est probable que Donald Trump ne savait apparemment même pas que les Américains possédaient une base militaire de cette importance, donc au Qatar. Et dans ce contexte, le chef de la diplomatie du Qatar, Mohamed Abdelrahman El-Tahani, a déclaré hier soir que le Hamas n'était pas une organisation terroriste, mais une organisation, je cite, de résistance légitime. Avant de préciser, la présence du Hamas au Qatar ne signifierait pas que le Qatar soutient le Hamas. Et justement, le Yediot Aharonot souligne quelques pages plus loin que la situation à Gaza pourrait se détériorer après donc la rupture entre le Qatar et les autres pays du Golfe Persique. La situation humanitaire dans la bande de Gaza est de plus en plus difficile. L'isolement du Qatar et le mur souterrain qu'Israël est en train de construire empêche toute infiltration palestinienne à la frontière vers le territoire israélien, et cela pourrait pousser le Hamas à provoquer donc une nouvelle crise sécuritaire. Et puis, toujours dans ce contexte, les sites d'information Ynet et Voilà révèlent ce matin que face à cette détresse, le Hamas pourrait donc se rapprocher de l'Iran. En effet, si le Qatar devait cesser de financer le mouvement terroriste palestinien, eh bien, le Hamas pourrait accélérer un processus de rapprochement qu'il a déjà entamé depuis un an au moins avec Téhéran. Ses relations s'étaient considérablement dégradées suite au soutien apporté par l'Iran au régime de Bachar el-Assad, qui avait chassé, on s'en souvient au début de la guerre civile, le Hamas de Damas. Mais donc, dans la constellation actuelle, pour éviter toute asphyxie financière, le Hamas pourrait consolider ses liens avec Téhéran. Le leader du Hamas, le nouveau leader du Hamas, Ismail Haniyeh, doit se rendre prochainement à Téhéran. Téhéran qui s'était félicité il y a quelques semaines de son élection à la tête du mouvement islamiste palestinien. Un éditorial ce matin dans le Yediot Aharonot, un éditorial intéressant dans le contexte d'une éventuelle reprise du processus de paix entre Israéliens et Palestiniens. Le professeur Daniel Friedman, qui a été ministre de la Justice et qui est un des juristes les plus éminents en Israël, écrit ce matin dans le Yediot Aharonot sur la diaspora palestinienne. Il rappelle que le problème des réfugiés palestiniens de 1948 est sans précédent dans l'histoire, car les pays arabes qui les ont accueillis, ces réfugiés, par la force des choses, eh bien, se sont refusés à les intégrer dans leur population, poussant même l'ONU à créer à leur intention la fameuse agence pour les réfugiés de l'UNRWA. Et c'est ainsi que sont nés des enfants de réfugiés, des petits-enfants de réfugiés. Ce statut perpétuel de réfugié a toujours été destiné à montrer Israël du doigt, et il est le principal obstacle à un règlement du conflit. C'est à cause de ces réfugiés permanents qu'Arafat a repoussé la proposition de Ehud Barak en 2000 à Camp David, et c'est à cause de ces réfugiés qu'Abbas a refusé la proposition de règlement avancé par Ehud Olmert, le Premier ministre israélien, en 2008. Sans droit au retour, écrit-il, il n'y aura pas d'accord. Et aujourd'hui, alors que l'on reparle de négociations, les choses doivent être claires. Il faut que les Palestiniens renoncent à ce droit au retour et que les pays arabes intègrent les réfugiés palestiniens au sein de leur propre population. Dixit donc le professeur Daniel Friedman. Le Ynet nous annonce une nouvelle manifestation hier soir, ou plutôt à proximité de la résidence du conseiller juridique du gouvernement, le docteur Avichai Mendelblit. Les manifestants exigent que le conseiller juridique aille au bout des enquêtes judiciaires contre Binyamin Netanyahou, ces fameuses enquêtes 1000 et 2000. Ces manifestations se répètent, il faut le souligner, depuis plusieurs semaines. Chaque samedi soir, les manifestants voudrait donc que Mendelblit aille plus vite dans le travail, dans le traitement de ces enquêtes, et surtout il soupçonne le conseiller juridique du gouvernement de faire montre d'indulgence envers le Premier ministre, et ce parce que celui-ci était jusqu'à l'an dernier le patron direct de Mendelblit, qui était alors le secrétaire général du gouvernement. Le site Ynet, toujours, nous indique au cours des derniers jours, la chaîne CNN a attribué à Ivanka Trump-Kushner le titre flatteur, on peut dire, de femme juive la plus influente des États-Unis, même si, précise le site Ynet, eh bien, il y a des personnalités féminines aux États-Unis bien plus marquantes, comme l'une des juges de la Cour suprême américaine. Eh bien, selon le CNN, Ivanka, qui, vous le savez, est convertie au judaïsme, aurait une influence très particulière sur son président de père,
Le site Ynet rappelle qu'Ivanka s'est convertie au judaïsme en 2009 et que depuis sa conversion, elle porte aussi le nom de Yael, qu'elle mène une vie de respect des mitzvot dans la mesure du possible. Nous respectons les mitzvot et affirme-t-elle plus que certains et moins que d'autres, a donc déclaré Yael Ivanka Trump-Kushner. Et Miri Ben David affirme dans cet article que lorsqu'une femme comme Ivanka Trump s'habille avec pudeur comme elle l'a fait lors de sa visite devant le mur occidental il y a quelques semaines à Jérusalem, eh bien cela fait honneur aux femmes juives religieuses. Fin de citation. Et puis, puisque nous parlons de femmes juives religieuses, un Mazal Tov que nous fournit le Yediot Aharonot à la directrice de cabinet du président de l'État d'Israël, Reuven Rivlin. Elle s'appelle Rivka Ravitz, elle est orthodoxe. Elle parvient à gérer donc l'ensemble de la direction de la présidence de l'État avec une vie familiale avec 11 enfants. Rivka donc a assisté il y a quelques jours, il y a 2 jours, a assisté sa fille aînée dans la naissance de son premier petit-fils. Elle n'a que 41 ans, Rivka Ravitz. L'accouchement s'est déroulé sans incident. Dès que le président de l'État, Reuven Rivlin, a appris la naissance, il a téléphoné pour féliciter sa directrice de cabinet et la fille de celle-ci. Voilà donc un Mazal Tov pour clore cette revue de la presse, des médias et des sites d'information de ce dimanche matin. Nous allons marquer une pause musicale avant de retrouver notre invité. Pour l'éditorial du matin, ce sera ce matin Gilles Darmon, le fondateur de l'ONG, la plus importante ONG israélienne d'entraide sociale, La Tête.